Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. L'insécurité dans l'Est congolais au cœur du sommet de la SADC tenu en Zambie. Les chefs d'État de la sous-région sont notamment revenus sur le déploiement de la force régionale en décembre 2023. Un déploiement acté pour lutter contre les violences des groupes armés. Un colloque national pour préserver la santé maternelle et néonatale, c'est l'initiative prise par les autorités en Ouganda où les chiffres des décès maternels et néonatales sont encore trop importants. L'adoption de nouvelles stratégies est préconisée pour renforcer les systèmes de santé. Et puis la remise du prix des 5 continents de la francophonie au musée de l'Homme à Paris. Si plusieurs talents africains étaient en lice, cette année, une plume s'est notamment distinguée parmi les 10 sélectionnés, celle de l'écrivain marocain Khalid Yamlahi qui a remporté la mention spéciale. Mais tout d'abord, le Sénégal toujours dans l'attente des résultats officiels de la présidentielle. Un scrutin qui a vu la victoire de Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour, bien qu'elle doit encore être confirmée officiellement. Amadou Ba, le candidat du pouvoir, avait de son côté concédé sa défaite au lendemain du vote. Si le candidat du PASTEF dissous l'emporte dans les grandes lignes, des disparités ont été constatées au niveau départemental. À Matam, Podor et Fatick notamment, l'ancien Premier ministre serait arrivé en tête. Notons également que les deux rivaux seraient arrivés ex aequo dans le département de Kédougou. Retour à présent sur le sommet de la communauté des États d'Afrique australe tenu le 23 mars dernier en Zambie. Réunis à Lusaka, les dirigeants de la sous-région se sont notamment penchés sur l'insécurité qui persiste dans l'est de la République démocratique du Congo. Face à ces violences incessantes, la SADC avait déployé ses troupes pour lutter contre les groupes armés. Un déploiement jugé toujours nécessaire pour préserver la stabilité régionale. Marie-Raphaël Antolo. Le samedi 23 mars 2024, les chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe ont réaffirmé leur détermination à déployer davantage des forces pour imposer la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo via la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo. Réunis à Lusaka, les dirigeants de l'Afrique australe ont rappelé que toute attaque armée contre un individu sera désormais considérée comme une menace sérieuse pour la paix régionale. Le sommet a réitéré son engagement inébranlable à fournir un soutien diplomatique et militaire au gouvernement et au peuple congolais afin de trouver des solutions durables aux violents conflits qui sévissent dans l'Est de la RDC. Lorsque des politiciens décident de déployer des soldats dans une opération où le mandat est d'en finir avec les forces qui causent la nuisance, cela consiste à les stopper et les désarmer. Donc cela est une opération offensive. En République démocratique du Congo, depuis novembre 2023, les affrontements entre les forces gouvernementales et le M23 ont entraîné le déplacement de plus d'1 million de personnes, aggravant la crise humanitaire déjà désastreuse avec 2,4 millions de déplacés supplémentaires au Nord Kivu. Les routes principales autour de Goma et Seik, cruciales pour la circulation des civils et de l'aide humanitaire, sont devenues impraticables en raison de l'intensification des combats restreignant encore davantage l'accès aux besoins essentiels d'après les autorités de la région. Il y a une grande différence entre être opérationnel, être efficace dans une mission ou encore être déployé. Le risque ici est que la force va juste se déployer et peut-être être inefficace parce qu'elle ne possède pas les capacités requises pour être effective. Soulignant que les chefs d'État ont en outre réitéré leur soutien aux deux processus politiques et diplomatiques pour la restauration de la paix au pays des Tshisekedi. Il s'agit du processus de Luanda, dirigé par le président angolais Joao Lourenço, et le processus de Nairobi, piloté par l'ex-chef de l'État kényan Uhuru Kenyatta. La mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo avait déjà été déployée le 15 décembre 2023 pour aider le gouvernement de la RDC à rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays.
Le déploiement de la 5G est effectif en Somalie. Son lancement a été annoncé le 21 mars dernier par la société de télécommunications somalienne Hormoud Telecom. Pour l'heure, seules quelques villes sont couvertes par le réseau 5G, Mogadiscio, Baidoa ou encore Merka. Les précisions de Mildred Diamou. Le principal fournisseur de télécommunications somalien Hormoud Telecom a dévoilé le 21 mars 2024 à Mogadiscio son réseau 5G dans le pays. Le service 5G, conçu pour garantir la connectivité Internet à haut débit, offrira des vitesses allant de 10 gigabits par seconde à 400 gigabits par seconde par longueur d'onde unique, avec une capacité totale comprise entre 0,96 terabits par seconde et 38 terabits par seconde selon l'opérateur télécom. Avec le lancement officiel de la 5G en Somalie, le pays rejoint un nombre croissant d'États africains, dont Madagascar, l'Afrique du Sud, Maurice, le Togo, le Kenya et l'Éthiopie, pour déployer cette technologie. Notre objectif est de garantir que chacun bénéficie des avantages de la 5G. Un Internet plus rapide, des services améliorés dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, favorisant ainsi un avenir où chacun pourra bénéficier de plusieurs façons de cette technologie avancée. 70% de la population somalienne a accès au réseau 4G, un chiffre qui devrait atteindre 88% dans les zones urbaines et 70% dans les communautés rurales en 2024, indique le fournisseur Hormoud Telecom. Avec une capacité de couverture initiale de plus de 80%, le nouveau réseau 5G devrait améliorer les services, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture. Il facilitera également les services de paiement mobile dans un pays où 76% de la population n'est pas bancarisée. Alors que la Somalie progresse vers la stabilité, le lancement des services 5G par Hormoud Telecom est une étape cruciale. Cette initiative est plus qu'une simple avancée technologique. Une connectivité améliorée est essentielle pour la Somalie car elle soutient la croissance d'une économie résiliente. Le gouvernement remercie Hormoud Telecom pour ses efforts visant à aider notre grande nation à jeter les bases d'une Somalie prospère et stable qui ouvre la voie à la transformation numérique de l'Afrique. Hormoud Telecom indique que le service 5G est désormais disponible commercialement dans les principaux centres télécoms à travers le pays. Le lancement de la 5G par Hormoud Telecom, plus grand employeur du secteur privé en Somalie, devrait accélérer la transformation numérique, le commerce et la croissance économique du pays, selon le président Hassan Sheikh Mohamud. Les complications pendant la grossesse et l'accouchement sont encore la cause de nombreux décès dans le monde. En 2020, environ 70% de l'ensemble des décès maternels ont été enregistrés en Afrique subsaharienne, selon l'OMS. Une problématique encore trop criante en Ouganda, où un colloque national était organisé sur la santé maternelle et néonatale. Catherine Gombe. L'Ouganda, comme d'autres pays africains, est confronté à des taux de mortalité élevés, en particulier en ce qui concerne la santé maternelle et infantile. En effet, selon des chiffres du rapport 2023 de l'enquête démographique et de santé EDHS publié en septembre 2023, l'Ouganda a enregistré 189 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, se classant ainsi dans la catégorie des pays à taux de mortalité maternelle élevé ou modéré selon l'OMS. Ce qui est encore trop élevé compte tenu de l'objectif mondial de réduire les décès à moins de 70 pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. Des chiffres qui pourraient, selon l'avis des responsables du ministère de la Santé, être revus davantage à la baisse. C'est en cela que les autorités ont organisé le 23 mars 2024 un colloque national pour élaborer de meilleures stratégies pour lutter contre les décès néonataux et maternels de causes évitables. Si nous disposons de directives qui indiquent par exemple où une femme doit être orientée ou suivie et que cela n'est pas fait, nous ne pouvons pas responsabiliser les gens. Il est crucial d'adopter de nouvelles stratégies d'appui dans nos formations sanitaires. Les hémorragies, principales causes des décès maternels, sont souvent imputables au manque de ressources et à l'absence de personnel qualifié. En ce qui concerne les décès infantiles, les experts s'accordent à dire qu'ils surviennent principalement lors de l'accouchement dans des établissements mal équipés et souffrant de pénurie de fournitures obstétricales essentielles. Nous voyons désormais plus de femmes accoucher dans nos établissements. Auparavant, le taux d'accouchement des femmes dans les districts était inférieur à 50%.
Selon l'Observatoire africain intégré de la santé, en Afrique subsaharienne, environ 390 femmes perdront la vie pendant l'accouchement pour 100 000 naissances d'ici 2030. Cette estimation est 5 fois supérieure à la cible des ODD fixée pour 2030, qui est de faire passer le taux mondial de mortalité maternelle en dessous de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes. Pour relever le défi de la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés, le gouvernement ougandais envisage de réduire les coûts des prestations médicales afin d'encourager les femmes à se faire suivre. 7 avril 1994, une date qui continue de hanter les esprits au Rwanda. Elle marque le début du génocide des Tutsis. Cette année, le pays des Mille Collines en est à sa 30e commémoration. À l'approche de cette journée, la troupe Inyamibwa a tenu, elle aussi, à perpétuer le devoir de mémoire avec un spectacle de danse. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakaïsenga. Cela va faire bientôt 30 ans que le Rwanda va commémorer le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. 30 ans que le pays vit une histoire incroyable de reconstruction dans tous les sens, mais aussi 30 ans que des milliers de Rwandais ont retrouvé leur pays après plusieurs années d'exil. À travers ces pas de danse traditionnels, les membres de la troupe Inyamibwa de l'Association des étudiants et élèves rescapés du génocide AERG ont voulu rappeler et célébrer l'histoire d'un pays retrouvé. Il y a des anniversaires spéciaux et même une personne qui célèbre 30 ans de naissance, c'est un grand pas dans la vie. Le Rwanda n'a sans doute pas 30, mais ce que nous célébrons, c'est la renaissance de ce pays. C'est un développement rapide en un temps record. C'est l'unité et la réconciliation que nous avons choisi en tant que Rwandais et le rôle qu'a joué le leadership exemplaire. Nous avons voulu célébrer tout ça à travers nos talents et le fait que cette fois-ci, nous nous sommes entraînés chez nous dans un pays pacifique. Au-delà des danses, Inkuru ya Mirongo Itatu, l'histoire de 30 en langue locale, c'était aussi une occasion de remercier toutes les personnes qui ont été à la base du grand retour au Rwanda et de sa reconstruction qui rend fiers ces jeunes. Une façon de dire qu'ils comprennent leur rôle pour la réalisation de la vision 2050 du Rwanda. Un moment comme celui-ci est une occasion pour nous les jeunes et aussi les anciens de se rappeler de notre devoir dans la protection de ce qui a été accompli et de notre contribution au projet de notre pays. Nous sommes les fruits des sacrifices qu'ont donnés nos parents et les libérateurs de ce pays et nous nous devons d'honorer leur mémoire en restant unis et soudés. Inkuru ya Mirongo Itatu, le concert-spectacle de culture et d'histoire, a donné l'occasion aux Rwandais de tout âge, 3 heures durant, d'apprécier les chorégraphies traditionnelles les plus raffinées. Une occasion de se rappeler combien la culture rassemble les gens selon ces jeunes et que même en exil, ils n'ont pas oublié. L'actualité culturelle pour finir avec la célébration de l'excellence littéraire de la francophonie. Ce 26 mars, l'Organisation internationale de la francophonie a décerné le prix des 5 continents, un prix qui met en lumière les plumes de l'espace francophone. Cette année, la cérémonie de remise du prix s'est déroulée au Musée de l'Homme à Paris. Et parmi les 10 œuvres finalistes, celle de l'écrivain marocain Khalid Liamlahi, qui a remporté la mention spéciale, une distinction reçue pour son œuvre Évocation d'un mémorial à Venise qui aborde la question du destin tragique des migrants. À travers son roman, l'auteur rend un certain hommage aux réfugiés. Écoutons-le. Je suis extrêmement ravi et honoré par ce prix qui récompense effectivement mon 2e roman. C'est un roman qui me tient à cœur parce que c'est un roman qui est parti en fait d'une forme d'indignation personnelle vis-à-vis du sort réservé aux réfugiés, aux migrants. Et ça m'honore vraiment, je suis extrêmement touché par ce prix. C'est aussi pour moi, en tant que Marocain, publié aux éditions Présence africaine, par rapport à un roman aussi qui traite de la question de la migration. Donc pour moi c'est très important parce que ce roman c'est aussi une main tendue en fait, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. C'est aussi une invitation à traverser les frontières, à accélérer le dialogue et l'échange. Et je l'ai vraiment conçu comme une forme, comme une quête de dignité, en fait, une manière de rendre la dignité à ces Africains qui traversent les frontières et qui viennent chercher de meilleurs lendemains en Europe.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.